et j'aimerais développer l'idée que l'épigénétique est vraiment quelque chose qui a été pensé non seulement sans contradiction avec la génétique, mais en fait comme directement issu des travaux de la biologie moléculaire et de la génétique moléculaire des années 1950 et 1960. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait ce terme, qui est très complexe à définir, il donne lieu à un certain nombre de discours qui ont parfois des contenus scientifiques, mais qui ont aussi parfois des perspectives idéologiques. Et donc, on véhicule beaucoup de choses avec le terme épigénétique, qu'il s'agirait d'une révolution scientifique dans un sens très fort, on serait en train de changer de paradigme, que ça permettrait la résurrection d'une certaine forme de l'anarchisme, et on pourrait faire des choses incroyables du point de vue de la santé. Donc c'est un terme qui véhicule bien plus qu'un contenu scientifique. Et donc, un peu à contre-courant de tout ça, moi j'aimerais montrer qu'en fait l'épigénétique, c'est vraiment une conséquence finalement assez normale du développement de la génétique moléculaire, à tel point, et c'est rare dans l'histoire de la biologie, que en fait cette épigénétique, elle a été d'abord postulée sur la base de considérations strictement théoriques, et que c'est bien après, et seulement secondairement, qu'on en est venu à des travaux expérimentaux dont vous avez eu ce matin un aperçu. Et j'insiste là-dessus, c'est rare, parce que la biologie n'est pas une science déductive, comme par exemple peut l'être la physique, au moins pour certains aspects. Donc en physique, c'est assez courant que, par élaboration théorique, on finisse par déduire des principes qui ensuite vont permettre ou non vérification expérimentale. En biologie, ça arrive très rarement, et en fait là, ça a été à peu près le cas. Étant donné la biologie moléculaire des années 50-60, certains ont postulé des mécanismes de régulation de l'activité des gènes, et c'est seulement suite à cette postulation, parfois plusieurs décennies après, qu'on a vérifié ça d'un point de vue expérimental. Voilà, c'est un peu la ligne générale. J'ai regardé dans les programmes ce qu'il y avait. Alors j'espère que j'ai pas fait d'erreur parce que j'ai regardé ça très vite. Donc voilà ce que j'ai trouvé pour la terminale. Donc quelque chose de très général. Et à ce moment-là, l'hérédité épigénétique serait une hérédité non génétique, dans le sens extragamétique, mais dans un sens vraiment très inclusif et très large, puisque ça inclurait la culture et d'autres formes de transmission sociale. Et ça n'a pas été du tout l'objet des présentations de ce matin, peut-être ça le sera un peu plus tout à l'heure avec la deuxième présentation. Et moi, c'est pas ce sens-là que je vais traiter cet après-midi, je vais traiter du sens qui apparaît dans les programmes de classe prépa, où il y a quand même un tout petit paragraphe qui indique que les modifications de la chromatine constituent une information transmissible et sont à la base du contrôle épigénétique. Donc le mot est là. On a aussi le mot transmissible, on va voir que c'est important, et on a le terme d'épigénome. Donc là, on a une hérédité épigénétique dans un sens beaucoup plus restreint, c'est-à-dire une hérédité chromosomique, mais qui n'est pas liée à la séquence des nucléotides, qui en général est le sens mis en avant par les gens qui font la biologie moléculaire, de la génétique moléculaire, et qui est le sens qui, parfois, on pense qu'il a un contenu révolutionnaire, voir ce que j'ai dit au début de l'introduction. Moi, je vais traiter de ça, de cette définition-là, pour essayer de voir comment les choses ont émergé, en gros, durant la deuxième moitié du XXe siècle. C'est un mot très compliqué, c'est un mot valise, c'est une catégorie définie par défaut. Il n'y a pas un mécanisme épigénétique qui serait l'équivalent du mécanisme, des mécanismes de transcription, de traduction pour la génétique. Et donc, il faut bien distinguer le mot et la chose, et ça, je pense que pour des enseignants, pour des formateurs d'enseignants, c'est hyper important en biologie. Les deux ne coïncident pas nécessairement. Je vais prendre rapidement deux exemples qui n'ont rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Si vous lisez Claude Bernard un jour, vous allez voir qu'il parle régulièrement dans ses ouvrages d'évolution. À tel point qu'il y a même des historiens des sciences qui ont fait des contresens majeurs, en fait, en lisant l'évolution chez Claude Bernard à la lumière de la théorie de l'évolution. En fait, ce que Claude Bernard désignait par évolution, c'est le développement embryonnaire. Le fait qu'il y ait un dépliement de structure qui auparavant était caché. Et donc, dans ces ouvrages qui sont pourtant postérieurs à Darwin, il emploie le terme évolution dans un sens très différent de notre sens actuel et qui rejoint en fait le sens du XVIIIe siècle du terme. Voilà, donc si on ne fait pas attention, on peut être vite pris de court par rapport à ça. Deuxième exemple, dont on parle beaucoup ces dernières années, l'écologie. On met souvent Ernst Haeckel, le grand zoologiste allemand, comme père fondateur de l'écologie. En fait, l'écologie, effectivement, c'est lui qui invente le néologisme. Mais pour autant, ce qu'il pense en termes d'écologie, ça n'a rien à voir avec ce que nous, on comprend par le concept d'écologie. Et
Et donc c'est un contresens assez majeur de commencer les histoires sur l'écologie scientifique avec Haeckel, puisque le contenu qu'il associe à ce terme n'a à peu près rien à voir avec ce que la biologie du XXe siècle, darwinienne, va mettre sous ce vocable. Voilà. En biologie, il y a beaucoup de choses trappes. Le mot et la chose ne viennent pas nécessairement en même temps. Par exemple, la génétique, la chose était là avant le mot. Et donc la question c'est, quelle est donc cette chose qui serait désignée par le vocable d'épigénétique? Alors, premier piège à éviter, Conrad Waddington, biologiste anglais très connu, et à qui on prête souvent les origines du champ de l'épigénétique. Et il y a des raisons à ça évidemment. La première raison, c'est qu'il a utilisé le terme, notamment avec son paysage épigénétique, qui est censé rendre compte de la différenciation cellulaire au cours du développement embryonnaire. Donc là, vous avez une cellule totipotente. Ce paysage épigénétique, il a une certaine structure, et étant donné les conditions initiales, en fait, la bille qui représente le développement va rouler normalement dans les vallées les plus profondément creusées pour atteindre certains états phénotypiques. Et il appelle cette surface, qui est en fait une hypersurface, le paysage épigénétique. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué la biologie et les biologistes. Et non seulement il appelle ça le paysage épigénétique, mais il va même donner une définition de epigenetics. En fait, il va penser que c'est la branche de la biologie qui étudie les interactions causales entre les gènes et leurs produits qui permettent la construction du phénotype. Donc ça, c'est une définition de l'épigénétique qui est assez ancienne, 1942, mais c'est une définition extrêmement large. En fait, c'est une définition qui recouvre ce que nous, on appelle biologie du développement. C'est l'ensemble des interactions causales qui permettent la production du phénotype adulte à partir de l'embryon. Donc c'est une définition très très large, très très inclusive, et c'est pour ça que c'est un peu étonnant de remettre Waddington à l'origine de l'épigénétique moderne, parce que nous, quand je dis nous, c'est les biologistes, on comprenne ça de manière beaucoup plus étroite, beaucoup plus précise, comme on l'a vu ce matin. Voilà, donc si j'étais vous, et si l'envie pouvait venir, il faut se réfréner à ne pas utiliser Waddington dans cette chronologie. Je pense que c'est plus trompeur qu'autre chose. Voilà simplement une image qui est peut-être moins connue, où vous êtes en dessous du paysage épigénétique, et où là vous pouvez constater les interactions causales qui structurent et sous-tendent ce paysage épigénétique. Et donc en gros c'est ça que Waddington désignait par épigénétique. Voilà, donc le mot et la chose, attention à bien dissocier les deux, et donc maintenant je vais essayer de creuser l'histoire d'une chose en particulier, celle qui correspond en fait aux définitions qui ont été plus ou moins abordées dans les exposés qui vous ont été donnés ce matin. Donc deuxième point, et c'est ça qui m'intéresse particulièrement en tant qu'historien, l'épigénétique en tant que principe dérivé de la théorie génétique. Donc j'insiste, ça c'est rarissime dans l'histoire de la biologie. Alors c'est quelque chose de très connu, donc j'y vais au pas de charge. 1953, une publication du modèle en double hélice de la structure de l'ADN par Watson et Crick. Et à partir de là, la biologie moléculaire va se constituer de manière, je veux dire, quasiment explosive, puisque en une dizaine d'années, en fait, à peu près tous les principes de la biologie moléculaire vont être postulés et plus ou moins vérifiés d'un point de vue expérimental. Je ne vais pas tous les passer en revue, je donne quelques jalons. On a parlé ce matin du code épigénétique, du code histone. Donc voilà, une fiche de laboratoire qui montre comment en fait on en est venu à mettre en évidence le code génétique, la correspondance entre les triponucléotides de l'ARN et les codons. À l'époque, étant donné les techniques expérimentales du moment, c'était extrêmement laborieux comme travail. Ça a pris de nombreuses années pour élucider ce code génétique. Tous ces travaux en général ont donné lieu à l'obtention de prix Nobel. La plupart des prix Nobel de médecine des années 1960, 1970 et 1980, depuis Barbara McClintock ce matin, c'est des gens qui ont contribué très directement à la théorie de la biologie moléculaire. Donc ça c'est la fin des années 50, début des années 60, par des chercheurs Nirenberg et Mathieu essentiellement. Et puis, jalon qui vient assez tardivement dans cette histoire, mais qui est très important, la manière dont on comprend la régulation de l'activité des gènes, avec le modèle bien connu de l'opéronactose, publié par Jacob Lemono en 1961, et qui leur vaudra le prix Nobel en 1965, donc c'est extrêmement rapide, ce qui montre bien qu'on était très conscient de l'aspect tout à fait fondamental
de ces découvertes. Voilà, donc ça c'est publié en 61, ça c'est publié en 53. Donc il y a moins d'une dizaine d'années pour mettre en place les grands principes de la biologie moléculaire qui vont, pour le coup, là, complètement révolutionner la biologie. C'est-à-dire que ici, c'est tout à fait légitime de parler d'un avant et d'un après. Il y a une coupure très nette. Dans les années 1930-1940, la génétique est une science strictement formelle. À partir des années 1950, elle devient une science vraiment molécularisée. Ça veut dire que concrètement, on commence à comprendre ce que c'est qu'un gène. Avant, on comprenait ce que pouvait faire un gène, et on avait des méthodologies qui permettaient de faire des cartographies, notamment chez la drosophile. Ça permettait de prédire des patterns de distribution des caractères phénotypiques. À partir des années 50, on sait ce qu'est un gène, et on sait de mieux en mieux comment il fonctionne. Regardez, en même temps qu'on a un modèle de la régulation de l'activité des gènes, en fait, on commence à avoir une individualisation des deux étapes, la transcription, puis la traduction. Tout ça, ça vient extrêmement vite. C'est sanctionné par une nouvelle revue scientifique qui s'appelle le Journal of Molecular Biology. Et en fait, ça concerne très peu de gens. C'est 20-30 personnes à l'échelle du monde occidental. Ces gens se connaissent très bien, ils échangent régulièrement. Donc c'est une dynamique extrêmement porteuse. Alors, j'en viens maintenant proprement à l'aspect épigénétique de tout ça. Donc je vais parler de gens qui sont un tout petit peu moins connus, je pense. Le premier, c'est David Nanné, qui était un des grands généticiens des protozoaires ciliés de l'époque. Il avait fait sa thèse avec Tracy Sonborn aux États-Unis. Et en fait, la génétique des ciliés, c'est assez compliqué, parce qu'il y a des matching types, parce qu'il y a un mode de reproduction, la conjugaison qui est assez complexe à saisir. Et donc tout ça, pendant de nombreuses années, ça avait complètement désorienté les biologistes. Et en fait, on doit à Sonborn et à ses élèves d'avoir élucidé la génétique des protozoaires ciliés, qui était vraiment quelque chose d'extrêmement complexe. Par exemple, Monod, il avait voulu faire ça dans les années 30. En fait, il a abandonné, il a changé de système modèle parce que c'était impossible de s'en sortir. Et c'est pour ça qu'il en est venu étudier Escherichia coli et la bêta-galactosidase. Alors, Nanné va publier en 1958 un article très connu pour ça, parce qu'en général, c'est vers cet article-là qu'on revient. Alors, on revient soit vers Waddington, soit vers Nanné. Et en 1958, il publie un article dont le titre est assez explicite, Epigenetic Control Systems, qui est communiqué par son ancien directeur de thèse, tu vois, c'est sympa. Et en fait, cet article, effectivement, est extrêmement clair, extrêmement moderne. C'est-à-dire que quand on le lit avec plus de 60 ans de distance, en fait, on retrouve dans ce texte des choses qui sont notre actualité et qui, pour certaines, ont été développées ce matin. Alors, je ne vais pas lire toutes les citations, c'est simplement pour vous faire remarquer qu'il part, en fait, de la nouvelle biologie moléculaire. This view of the nature of the genetic material, donc ça, c'est la nouvelle biologie moléculaire. Et en fait, il a rappelé dans les pages qui ont précédé les principaux acquis de cette biologie moléculaire. C'est ce que je disais en introduction tout à l'heure, c'est vraiment une démarche déductive. Étant donné ce qu'on sait des processus de la biologie moléculaire, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Parce qu'à cette époque-là, il n'y a aucun argument empirique. Je vais y revenir plusieurs fois. Et donc, il dit, ça permet d'avoir une distinction conceptuelle assez claire, en tout cas beaucoup plus claire que précédemment, entre deux types de systèmes de contrôle. Et il poursuit un mécanisme qui serait en fait une bibliothèque de propriétés, ça c'est le génome qui est conservé au fil des mitoses, et donc toutes les cellules dans un organisme pluricellulaire sont potentiellement capables de se différencier dans n'importe quel type. Voilà. Donc ça c'est la génétique classique, pas de problème, c'est la génétique moléculaire. Et puis d'un autre côté, des mécanismes, on l'a dit, pluriel important, auxiliaires, avec différents principes d'opération. Donc on est déjà en synthropique très conscient qu'il n'y a certainement pas une classe de processus épigénétiques de contrôle de l'activité des gènes, et que cette catégorie est une catégorie qui se définit par défaut, et qu'il appartiendra aux biologistes expérimentateurs en fait, d'aller sonder cette diversité, qui sont impliquées dans la détermination des spécificités effectivement exprimées par une cellule particulière. Pour simplifier la discussion, on peut parler de système génétique et de système épigénétique. Le terme épigénétique est choisi pour souligner que ces systèmes ont une relation très étroite avec les systèmes génétiques et pour montrer leur importance dans les processus développementaux. Voilà, donc c'est relativement clair en fait chez Nanné. Malheureusement, il débute son article par une référence à Waddington. Et donc ça va beaucoup induire des biais rétrospectifs dans la lecture de l'histoire épigénétique. Et de ce point de vue-là, ça n'a pas été forcément très heureux.
Alors, qu'est-ce qu'on sait d'un point de vue empirique? À l'époque, on ne sait rien. Et à quoi on pense quand on parle du système épigénétique qui viendrait contrôler le fonctionnement des gènes? En fait, on pense à des choses comme ça. On pense à des boucles de rétroaction positive qui seraient susceptibles de se perpétuer au-delà du signal inducteur produit par l'environnement. Qui a fait ça au début? C'est, ah oui, quand même un truc assez rigolo, je ne peux pas ne pas vous en parler. En fait, cet article de Manet, il est consécutif à un colloque qui s'est tenu à Gif-sur-Yvette en mars 1958, où il y a eu des échanges extrêmement importants sur ces questions-là. Malheureusement, à ma connaissance, il n'existe aucune archive de ces rencontres, et donc on n'a que les textes publiés postérieurement. Mais en fait, ce aurait été fantastique que cette rencontre puisse être filmée, parce qu'il y a eu la présentation de l'année, mais il y a eu aussi une présentation extrêmement importante des échanges avec Boris Efroussi, un des grands généticiens de l'époque. Et il y a eu également en fait d'autres échanges, je vais en parler un tout petit peu auparavant. Mais cette histoire, elle a une composante parisienne assez forte à cause de ce qui s'est passé à Gif, et puis aussi à cause de ça. En fait, un peu une dizaine d'années avant, en 1948, alors que la France commençait seulement à s'ouvrir à la génétique et que la Fondation Rockefeller a investi massivement pour que la génétique soit développée en France, s'est tenu sous les auspices du CNRS un colloque international sur ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque l'hérédité épigénétique, on appelait ça les organites doués de continuité génétique. Donc ça, c'est un terme qui est complètement passé aux oubliettes de l'histoire. Et Max Delbruck, un autre prix Nobel de l'époque, a contribué à ce colloque, et dans la discussion d'un papier qui n'était pas le sien, il a proposé un modèle permettant d'expliquer ce qu'on appelait à l'époque, et ça a été redit ce matin, la mémoire cellulaire. C'est-à-dire le fait qu'un phénotype puisse se perpétuer de manière assez stable au fil des générations, au fil des mitoses, alors que le choc inducteur qui au départ l'a stimulé n'est plus présent dans le milieu depuis un certain temps. Le milieu, c'est le milieu de culture. On parle d'organismes unicellulaires, on parle en général de bactéries. Et donc il a donné un petit modèle théorique, comme ça, de ces boucles de rétroaction positive qui seraient capables de perpétuer de manière stable un phénotype au fur et à mesure des générations cellulaires. Et ça a énormément stimulé les biologistes des années 50 et des années 60. Et donc quand ils pensent à des systèmes épigénétiques à l'époque, ils pensent essentiellement à ça. Et en fait, il y a eu une démonstration expérimentale de ça, et c'est assez peu connu, donc je vous le dis. La démonstration expérimentale de ça, c'est venu à la fin des années 50, en lien avec les travaux sur l'opéron lactose à l'Institut Pasteur, parce qu'en fait, dans cet opéron, vous avez un gène qui permet de coder pour une protéine transmembranaire qui va permettre de concentrer en fait, les sucres dans le cytoplasme de la cellule. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous avez une cellule qui est induite, ça veut dire qu'elle a de nombreuses protéines de ce type-là dans sa membrane, et si cette cellule se divise, en fait, on peut imaginer que statistiquement, ces protéines sont réparties de manière à peu près équivalente dans les cellules filles. Et alors, ces cellules filles, même si elles-mêmes, en fait, ne sont pas directement induites, comme elles vont pouvoir concentrer le sucre de manière beaucoup plus importante dans le cytoplasme, alors vous allez peut-être passer un seuil qui va permettre à l'opéron de continuer d'être activé. Et donc, vous pouvez avoir dans le même milieu de culture des cellules qui ont le même génome, mais qui ont pour autant des phénotypes différents à cause de leur histoire, à cause de la mémoire qu'elles ont de cette histoire. Et donc ça a été la réification de ce qui avait été postulé de manière strictement a priori et théorique par Delbruck. Delbruck était très très fort pour ça. Au départ, c'était un physicien, et donc il a emmené en biologie ce mode de raisonnement des physiciens propre à la physique, où en fait vous essayez d'établir une théorie de quelque chose, et sur la base de cette théorie, vous dérivez un certain nombre de principes que ensuite seulement vous essayez de tester à l'aide de protocoles expérimentaux. Voilà, donc on est très loin de la méthylation de l'ADN, on pense plutôt à des choses comme ça. Alors, je ne vais pas du tout parler de Boris Efroussi pour des questions de temps, je vais maintenant parler d'un autre protagoniste de cette histoire, lui aussi très connu, mais pas connu pour ça, Joshua Lederberg, prix Nobel également, parce qu'il a notamment participé à la caractérisation de la conjugaison chez des bactéries, parce qu'il a bien compris que les virus pouvaient éventuellement transporter du matériel génétique d'une bactérie à une autre. Et donc tout ça va lui valoir assez vite, 1958, il a 33 ans, le prix Nobel de biologie. Et la même année, on lui propose de venir conclure un colloque. On est toujours en 1958, mais on est plus en mars 1958. On est maintenant aux
parenthèse qui s'est tenue à GIF. Et il va considérablement clarifier les propositions de Manet. Et malheureusement, en fait, le texte de Lederberg est beaucoup moins connu que celui de Manet, pour une raison assez simple, c'est que lui ne va pas utiliser le terme épigénétique. Il va introduire un nouveau terme, épinucléique, et ce terme ne va pas avoir de postérité. Et donc, malheureusement, ça gomme un peu sa place dans l'histoire, alors qu'il va clarifier les choses de manière assez considérable. Il commence comme ça. Dans la langue anglaise, en fait, c'est problématique de parler d'épigénétique, ça peut entraîner des confusions, parce que ce terme est déjà largement utilisé par Waddington dans un sens différent, notamment dans son livre, l'épigénétique des oiseaux. Ce que veut dire Waddington quand il dit ça, c'est la biologie, l'enviologie des oiseaux. Comment un oiseau se développe. Et donc on est assez loin des considérations de Manet. Et donc il va proposer épinucléique, et il va proposer information épinucléique. On a vu ce matin qu'il y avait un usage chez les biologistes actuellement, qui de mon point de vue peut être problématique, d'information épigénétique. En fait, c'est quelque chose qui va venir quasiment immédiatement, puisqu'on est toujours il n'y a pas la date de l'article, mais on est en 1958. Information épinucléique. Et surtout, regardez la définition qui est très importante. Maintenant, on a une définition très claire de ce que c'est, ou en tout cas de ce que ça n'est pas. Cette information épinucléique, elle ne concerne pas la séquence des nucléotides. Donc c'est une forme d'information qui ne doit pas impacter l'ordre des bases azotées dans l'ADN. Et ça, c'est tout à fait remarquable, parce qu'en 58, ça fait à peine 2 ans que Crick a proposé que la manière dont un gène détermine biologiquement quelque chose, c'est au travers de la séquence des nucléotides qui le constituent. Donc c'est pour ça que j'ai insisté en introduction sur le fait qu'on est vraiment parti de la théorie de la biologie moléculaire pour en déduire un certain nombre de choses, et que ces choses-là se sont produites de manière extrêmement rapide, puisqu'on est à peine 2 années après la publication du texte de Crick. Et regardez ce qu'il dit plus loin. Nous devons probablement essayer de chercher des variations dans cette structure nucléique qui, justement, n'altèrent pas la séquence fondamentale. Donc là aussi, il est conscient que probablement on n'arrivera pas à trouver un mécanisme en particulier concernant ce qu'il appelle l'épinucléique, ce que nous appelons l'épigénétique, mais que pour que les mécanismes puissent rentrer dans cette catégorie, en tout état de cause, ils ne font pas qu'ils perturbent la séquence des nucléotides. Donc là, on a une avancée conceptuelle assez significative. Pour autant, on n'est toujours pas, en fait, on ne rejoint pas exactement les définitions actuelles. Il manque une composante fondamentale qui a été rappelée à plusieurs reprises ce matin, c'est l'hérédité. Pour l'instant, il n'est pas question d'hérédité, il est simplement question de moduler l'information génétique au moyen de systèmes épigénétiques ou épinucléiques. L'hérédité, elle est déjà là d'une certaine façon, c'est-à-dire que tous ces biologistes, en fait, sont fondamentalement intéressés par le développement embryonnaire, par la différenciation cellulaire, et par le fait que ces patterns de différenciation sont, à l'échelle individuelle, stables. C'est-à-dire qu'en général, évidemment, pour les plantes c'est compliqué, mais en tout cas pour les biologistes qui travaillent sur les organismes vivants, en général, la dédifférenciation est exceptionnelle, et dès lors qu'un neurone s'est différencié en neurone, en fait, il reste stable dans cette forme différenciée, et c'est pareil pour tous les types tissulaires. Donc, ces biologistes sont à la recherche de mécanismes moléculaires qui sont capables de moduler l'information génétique, et non seulement de la moduler, mais de la moduler de manière relativement stable, en tout cas à l'échelle de la mitose, sans que la question de la mitose soit abordée durant cette période. Je me permets un tout petit retour en arrière peut-être, j'ai aucune idée du temps, ça fait combien de temps que je parle? Ok, vous me dites, j'aimerais pas faire plus de 45 minutes. En fait, les choses auraient été très différentes si un zoologiste qui s'appelait Auguste Weismann avait eu raison. À la fin du 19e siècle, il a proposé que le matériel héréditaire, ce qu'il appelait le plasma germinatif, en fait, avait une structure extrêmement élaborée, tridimensionnelle, et ce qui se passait au cours du développement embryonnaire, c'est que les
mitoses successives aboutissaient à une découpe de ce plasma germinatif. Et donc on perdait des gènes, il appelait pas ça des gènes, on perdait des gènes au fur et à mesure du développement embryonnaire, et c'est parce qu'on perdait des gènes que les cellules se différencient dans des types particuliers. Or, au milieu du XXe siècle, on sait que, vraisemblablement, ça n'est en général pas vrai, parce qu'on peut transplanter des noyaux de cellules différenciées dans des oocytes, et on constate bien qu'on a un redéveloppement d'un organisme dans sa totalité. Donc, à partir des années 1950, en fait, l'idée qui prévaut, c'est que le génome est constant au cours des mitoses, et qu'il n'y a pas de perte d'informations génétiques. Et donc, comme il n'y a pas de perte, il faut bien qu'il y ait des systèmes épigénétiques qui viennent moduler l'expression de cette information génétique. Les choses auraient pu être très différentes. Le dernier point, l'épigénétique comme hérédité d'un pattern de régulation. Donc, la question de l'hérédité va progressivement se renforcer à partir des années 1960 et surtout des années 1970. Et là, il y a un biologiste en particulier qui a été très important, c'est Robin Holliday, un biologiste anglais, et qui va publier deux articles qui vont vraiment être fondateurs du domaine de l'épigénétique, au sens où on l'a entendu ce matin. Le premier article en 1975 sur la modification, les mécanismes de modification de l'ADN et l'activité des gènes durant le développement. On a bien cette problématique du développement. Et regardez, mécanisme de modification de l'ADN. Ça, c'est vague. Qu'est-ce qu'on modifie dans l'ADN? Est-ce qu'on modifie la séquence des bases? Est-ce qu'on modifie autre chose au niveau de l'ADN qui ne touche pas à la séquence des bases? En fait, au début, pour l'idée, c'est pas clair du tout. Il va proposer plusieurs choses. Il va proposer les deux. Et en fait, on revient sur cette question de la stabilité. La différenciation cellulaire, c'est extrêmement stable. Et donc, il faut rendre compte de cette stabilité. Comment on peut expliquer cette stabilité? Comment on peut expliquer que quand les gènes sont alignés ou éteints, en fait, après, ça perdure et ça reste. Donc, voilà son problème. Il va proposer plein de modèles de manière totalement spéculative. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune donnée empirique pour venir contraindre les modèles. Donc, c'est vraiment un jeu strictement théorique. Et regardez ce premier modèle. En fait, ce premier modèle aboutit à des transformations de la séquence des nucléotides. Donc, il va imaginer que, dans certains cas, en fait, étant donné certains paramètres de l'environnement, on peut avoir transformation des bases azotées dans la séquence, et qu'une fois que ça s'est fait, c'est pérenne, et donc ça explique la stabilité du développement. Et en fait, c'est l'essentiel de ce qu'il propose dans cet article-là. C'est-à-dire que tous les premiers modèles qu'il propose sont des modèles qui impliquent des changements dans la séquence des nucléotides. Et le dernier modèle qu'il propose, c'est celui-là. Et donc là, vous retrouvez des choses qui ressemblent plus à ce qu'on a vu ce matin. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce qui va potentiellement moduler l'activité des gènes, c'est l'ajout de groupements méthyl à certains endroits sous la commande de certaines enzymes dont on ne sait rien. C'est-à-dire qu'ils postulent l'existence, qu'éventuellement il existerait des enzymes capables de faire ça, mais en fait on n'en sait rien à ce moment-là. Donc ça c'est 1975, et c'est une forme de jeu de l'esprit, c'est une construction théorique. C'est dans le même article? C'est dans le même article, tout ça c'est dans le même article, c'est un article assez développé, c'est celui-ci, DNA Modification. J'ai pas bien vérifié, mais je pense que beaucoup de ces articles, vous devez pouvoir les trouver facilement en CX sur Internet. Mais il faudra quand même vérifier. Mais regardez ce qu'il dit. À la fin, il va préférer ce modèle-là. Pourquoi il préfère ce modèle-là? Parce qu'en fait, ce modèle-là est celui qui rend le mieux compte de la reprogrammation. Voilà, ça c'est un nouveau terme en fait en biologie moléculaire, la reprogrammation. Le concept de programme génétique du développement, ça vient directement de l'opéron-lactose. C'est une expression que vous allez trouver à la fin de l'article de 1961 qui développe les bases de ce modèle. Et on comprend bien évidemment que si le génome est constant et s'il y a des différenciations cellulaires qui sont liées à ces systèmes épigénétiques, alors au moment de la gamétogénèse, il faut bien que tout ça se soit reprogrammé. Parce que sinon, ça pose d'énormes problèmes, comme ça a été déjà abordé ce matin. Et donc, dans cet article 75, en fait, il dit qu'il préfère ce modèle-là, non pas parce qu'empiriquement, il serait mieux fondé, on n'a rien pour discriminer entre les modèles, mais parce qu'en fait, avec ce modèle-là, c'est plus facile de comprendre la reprogrammation. Il suffit d'effacer les marques épigénétiques
Alors que là, il faudrait imaginer un mécanisme qui permet de retrouver la séquence initiale. Ça, c'est complètement impossible à imaginer. Voilà, donc c'est pour des choses finalement très peu empiriques, et toujours pour des considérations théoriques, qu'il en arrive à imaginer que ce modèle-là est probablement plus prometteur. Mais nous sommes bien conscients qu'il n'existe aucun argument en faveur de tout ça. Aucun argument expérimental, c'est encore une fois strictement théorique, à ce moment-là de l'histoire de la biologie. Et enfin, dernier point, je finirai avec ça, l'article qui a vraiment lancé les choses, il y a deux... Bon, évidemment, il n'y a pas qu'une chose qui a lancé la nappe de l'épigénétique moderne. Les travaux sur l'inactivation du chromosome X, ça a été énorme, d'un point de vue empirique et expérimental. C'est vraiment quelque chose qui a cristallisé l'intérêt de beaucoup de biologistes. Et puis, il y a eu cet article-là, The Inheritance of Epigenetic Defects, de 1987, donc toujours par Robin Holliday. Et en fait, c'est vraiment dans cet article-là que les conceptions modernes vont finir de cristalliser. Mais encore en 1987, les arguments expérimentaux sont extrêmement ténus. C'est parce que cet article a été très stimulant que derrière, il y a un certain nombre de programmes de recherche qui ont été développés. Et regardez, il insiste dans le titre. Ce qui compte maintenant, c'est l'hérédité de ces marques épigénétiques, et en l'occurrence de ces défauts épigénétiques. Parce qu'Olivier, au départ, il est gérontologue, et donc lui, ce qui l'intéresse, c'est le vieillissement cellulaire. C'est comment, en fait, qu'est-ce qui marque le vieillissement cellulaire à l'échelle d'un individu, et pour lui, c'est clairement l'accumulation de ces marques-là qui va entraîner un certain nombre de réactions biologiques. Alors, ça, je trouve ça drôle, parce que voilà le modèle en 1987, et donc, effectivement, on reconnaît les groupes méthyl, mais en fait, sinon, il n'y a rien. Le modèle est complètement vide. C'est juste parce qu'à l'époque, en fait, on n'en sait rien. On ne connaît pas les enzymes, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas quels sont les sites au niveau de l'ADN qui sont susceptibles d'être marqués ou pas. On ne connaît vraiment rien du tout. Et je trouve que ce modèle, il est magnifique parce qu'il montre vraiment ça, l'absence de connaissances. C'est un modèle, c'est quasiment vide. Simplement, il y a ça. Et ça va stimuler les gens derrière pour essayer de remplir ce modèle. Voilà, comment maintenant on va arriver au modèle que vous avez vu ce matin, qui sont en fait les descendants de ce modèle-là, mais ce modèle-là traçait une voie et en fait n'imposait rien du tout en termes de mécanismes particuliers. Et donc il insiste dans cet article sur cette idée de reprogrammation du développement. Donc ça, c'était très important dans l'essor de l'épigénétique moderne. Et un nouveau venu, le concept d'épimutation, on n'en a pas parlé ce matin ici. Alors, c'est pas tout à fait la première fois en 1987 que le terme et le concept sont énoncés, mais donc dans cet article, c'est particulièrement clair. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est que si en fait, ces systèmes épigénétiques de contrôle de l'expression des gènes, ils agissent directement au niveau du chromosome, et ben on peut avoir un pattern mendélien de quelque chose qui n'est pas moléculaire, du point de vue de la définition du gène moléculaire, de la biologie moléculaire. Mais c'est pas grave, puisque la génétique, elle a un demi-siècle d'avance sur la biologie moléculaire, et ce qui compte en génétique, c'est qu'on ait un pattern mendélien. Et ça, on peut tout à fait l'avoir avec quelque chose que l'on peut appeler maintenant une épimutation, parce que ce qui va permettre le phénotype, et on l'a vu ce matin avec l'exemple de la linéaire ici, on l'a vu avec l'exemple de la linéaire, on peut avoir une hérédité mendélienne, ou quasi mendélienne, avec quelque chose qui, à l'échelle moléculaire, en fait, est très différent de ce que la biologie moléculaire avait caractérisé comme un gène. Mais si on se rappelle que la génétique, au départ, ne sait absolument pas ce que c'est qu'un gène, en fait, c'est pas très grave. Un gène, ça peut être n'importe quoi qui suit un pattern de distribution mendélien. Alors, il y a des complications quand même, parce que dans ces cas-là, il peut y avoir ce qu'on appelait à l'époque des paramutations, c'est-à-dire que l'état méthylé ou pas d'un allèle peut avoir une influence assez directe sur l'allèle moléculairement directement adjacent. Donc on a comme ça des phénomènes qui ne rentrent pas facilement dans le mendélisme classique. Donc voilà, je pense que j'en ai terminé, oui c'est ça. Donc mon intention c'était de vous montrer les liens très étroits entre la génétique et l'épigénétique. Il ne faut pas comprendre l'épigénétique comme quelque chose qui viendrait supplanter la génétique, invalider la génétique, prendre la place de la génétique, être mieux que la génétique. L'épigénétique, c'est pas la génétique 2.0. En fait, c'est une conséquence totalement attendue par les gens qui ont fondé la génétique moléculaire. Et donc, il faut être très prudent sur les discours, parfois à teneur idéologique,
qui entoure l'épigénétique. Comme c'est un terme qui se définit surtout par défaut, on peut y mettre plein de choses, et parfois on y met en fait beaucoup plus que ce qu'il faudrait y mettre si on voulait rester strictement à l'échelle de la science, et justement pas de l'idéologie. Et je rajouterai un dernier point que je n'ai pas du tout traité cet après-midi, c'est quelque chose qui aggrave la situation, c'est la manière dont la recherche est financée, par rappel à projet. Et en fait, pour être financé, il faut montrer qu'on est disruptif. Et donc, il faut aller très fort dans certaines voies, et il faut utiliser des termes à la mode. C'est les mots-clés qui nous permettent d'être financés. Et malheureusement, épigénétique, c'est un mot qui a aussi été un peu tordu à cause de nos modalités actuelles, managériales, de financement de la recherche, qui n'aident pas à avoir des positions sereines et nuancées sur justement le rapport entre le mot et la chose. Et donc on prête beaucoup de choses à un mot qui probablement devrait se définir de manière plus simple et plus nuancée. Voilà, je m'arrête là, merci beaucoup.